Bonjour, bon matin à vous, commissaires et grands témoins. Aujourd'hui, on va vous présenter un mémoire qu'on a rédigé depuis plusieurs semaines pour vous témoigner de toute notre inquiétude face à ce projet-là. On peut résumer le contenu de notre mémoire en 3 grandes lignes. La première, c'est qu'on considère que le projet n'est pas cohérent avec nos cibles climatiques nationales et internationales. La deuxième, c'est qu'on considère que ce projet-là génère plusieurs externalités négatives sur la population, mais aussi sur les écosystèmes. Et la troisième ligne, c'est que les retombées économiques, on trouve qu'elles sont incertaines puis pas suffisamment documentées. C'est pour ça qu'on fait partie d'une coalition qui s'appelle la coalition Alter Saint-Hubert, qui demande un moratoire sur le développement de l'aéroport. On demande que les impacts du projet soient évalués finalement, tout particulièrement les impacts sur la santé publique puis les impacts sur le climat, parce que pour l'instant, on ne voit pas quelles sont ces mesures concrètes-là qui sont entamées. Donc, tout d'abord, on est convaincu que l'industrie de l'aviation n'est pas viable au niveau environnemental. Il faut absolument prendre la crise climatique au sérieux. Les États, les provinces, même les villes, comme la ville de Longueuil, prennent des engagements vers la carboneutralité en 2050. 2050, c'est dans très peu de temps. En tout cas, pour moi, c'est bientôt 2050. Donc, dans la prochaine décennie, on sait que c'est la lutte au changement climatique qui va être critique. On a une dizaine d'années pour y faire face. C'est ce que les scientifiques nous disent. En fait, on a une dizaine d'années pour faire un grand virage. Puis ces engagements-là, en fait, ils sont formels. C'est des engagements qui ont été pris dans l'accord de Paris, qui a été ratifié par le gouvernement canadien. C'est un engagement global de la communauté internationale qui, dans le fond, s'est engagé à déployer tous les efforts pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, voire à 1,5 degré. Et j'insiste sur le 1,5 degré parce que c'est vraiment le seuil sur lequel les experts s'entendent pour dire qu'il faut collectivement agir pour éviter les pires impacts de la crise climatique. Ces cibles-là, je sais qu'elles sont ambitieuses, mais ne sont pas impossibles. On le voit avec l'actualité, la tempête qu'on a vécue en fin de semaine au Québec, les canicules au mois de mai. C'est des événements météorologiques qui sont très rares, qui deviennent de plus en plus fréquents et aussi de plus en plus intenses. On est conscient que ce n'est pas le cas de l'aéroport unique qui va changer le climat planétaire, mais il faut quand même se poser des questions parce que c'est un gros projet au niveau régional, vous savez. Donc, dans notre mémoire, on mentionne plusieurs choses. Nos premières préoccupations qu'on vous expose sont en lien avec la santé. Ça a été discuté par d'autres intervenants qui sont venus hier et avant-hier. Donc, on va s'en tenir à l'essentiel pour ça. Bien, notre mémoire démontre que les répercussions sur la santé que peuvent avoir la pollution atmosphérique et sonore qui va être causée par le secteur de l'aviation, bien, ça nous préoccupe. On parle des impacts sur la santé cardiovasculaire, sur la santé respiratoire puis la qualité du sommeil, entre autres. Mais il y a aussi Santé Canada qui a affirmé en 2022 qu'un climat plus chaud, bien, finalement, ça devrait aggraver la pollution atmosphérique au Canada. Donc, on fait face à des risques bien réels. Puis le reste de nos détails par rapport à la santé est dans le mémoire. Un autre des éléments qu'on a abordé dans le mémoire, c'est le manque de gouvernance au niveau de la réduction des gaz à effet de serre au niveau international. Donc, le principal programme dont s'est dotée l'Organisation de l'aviation civile, qu'on appelle l'OACI, c'est un programme qui s'appelle CORSIA. Ce programme-là, il n'est pas suffisamment solide pour faire en sorte que le secteur réduise ses GES pour respecter les cibles climatiques dont je parlais. Il y a d'ailleurs plusieurs États qui se sont désengagés de ce programme-là, comme le Brésil, l'Inde et la Russie. C'est comme si on signait un contrat puis on décidait unilatéralement que certaines clauses ne s'appliquent pas à nous. On se questionne vraiment sur les chances de réussite d'un tel programme. Le programme CORSIA, ben, c'est aussi un programme qui repose beaucoup sur la compensation carbone. Pour stabiliser les émissions de GES, donc au lieu de les faire monter, on les stabilise à partir de 2020. Par contre, au moins jusqu'en 2027, ben, la stabilisation est basée sur une compensation carbone qui va être volontaire. Donc, on trouve ça assez inquiétant que ce soit volontaire. Mais comprenez-moi bien, la compensation carbone en soi, elle n'est pas mauvaise, sauf que pour qu'elle soit effective, il faut que plusieurs critères soient respectés.
Il y a la mesurabilité, vérifiabilité, permanence, additionnalité, pour les nommer. Mais ces critères-là doivent quand même être vérifiés à travers le temps et par des organismes indépendants. Donc, imaginez un peu ce que ça représente à l'échelle mondiale de vérifier les compensations de carbone de tout le monde. En plus, on sait qu'au niveau de la compensation carbone, il y a certains projets qui vont impliquer, par exemple, du reboisement, de planter des arbres, finalement. Ça va prendre du temps avant de capter le carbone, ça, parce que les arbres vont prendre une vingtaine d'années avant d'arriver à maturité et de capter le carbone. Donc, pour résumer ça, je vous laisse un peu sur les perspectives du troisième groupe de travail du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, selon eux, le programme dont je vous parle pour réduire les GES de l'aviation, ce programme-là va dépasser l'objectif de carboneutralité entre 2025 et 2065 avec une probabilité de 90%. Nous, on sait que l'aviation, ça croît exponentiellement. Donc, il va y avoir plus d'aéroports, plus d'avions en circulation. Puis, on se demande vraiment comment arriver au net zéro, comment arriver à la carboneutralité dans ce contexte. On ne pourra pas toujours laisser la pollution aller sans contrainte, finalement, parce qu'on ne paye pas le coût de la pollution qui est engendrée. C'est externalisé. C'est externalisé sur le dos de la nature, mais aussi de la santé des prochaines générations. Ça nous inquiète. Enfin, on mise aussi beaucoup sur les biocarburants et sur les technologies vertes. Il y a des craintes qui existent par rapport au temps qu'on va avoir besoin pour incorporer les carburants verts et les technologies à temps. Est-ce qu'on va y arriver à temps? Parce qu'on a un budget carbone à respecter. Le budget carbone, c'est la quantité maximale de CO2 qu'on peut libérer avant d'arriver à la limite, parce qu'on doit atteindre la carboneutralité, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on va y arriver? Il nous reste à peu près 7-8 ans pour respecter le budget carbone. Et souvent, c'est le temps que ça prend à implémenter ces telles technologies. Puis, pendant ce temps-là, le trafic aérien continue d'augmenter et les émissions de GES aussi. C'est ça. Donc, on ne peut pas assez insister sur la prudence à faire reposer une grande partie de nos efforts sur la technologie, alors que la crise climatique, c'est vraiment une crise contre la montre, une course contre la montre, pardon. Il faut vraiment se tourner vers d'autres options pour décarboniser la société, selon nous. Puis, il reste beaucoup d'inquiétudes, donc, par rapport aux nouveaux carburants, par rapport à la technologie. Je prends par exemple le cas de l'aviation électrique. Un des plus grands obstacles, c'est le poids des batteries. Pour que des avions commerciaux qui vont transporter plusieurs dizaines de personnes soient électriques, pour le moment, les batteries sont assez lourdes, finalement, ça ne marche pas. Puis, il y a plusieurs chercheurs et chercheuses qui disent que les motorisations électriques pour les vols long courriers, ça ne sera pas opérationnel avant 2050, qui est aussi la date limite, le fil d'arrivée, en fait, qu'on se donne dans la course contre la crise climatique. Je vais laisser ma collègue Caroline pour vous expliquer les autres craintes qu'on a soulevées. À très court terme, c'est une évidence qu'il faut abandonner les énergies fossiles. Ce n'est pas nous qui le dit, en fait, c'est le GIEC. Et de plus, les données scientifiques nous montrent que l'avion, c'est le moyen de transport qui réchauffe le climat le plus rapidement. À cet effet, on se demande, c'est quoi les véritables besoins de la population? Donc, on est convaincu qu'offrir des vols à rabais, comme le souhaite DHL, augmentera le trafic aérien. D'ailleurs, le fonctionnement d'une compagnie aérienne à bas prix, c'est assez simple. On réduit le prix au maximum pour stimuler la demande. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec la compagnie Ryanair en Europe, qui fait maintenant partie du triste palmarès des 10 plus grands émetteurs du continent. Toutes les autres compagnies du palmarès sont des centrales au charbon. Le trafic aérien augmente pour deux principales raisons quand on parle de compagnies aériennes à bas prix. Premièrement, les ménages vont décider d'utiliser l'avion au lieu d'un autre moyen de transport qui serait plus sobre en carbone. Dans notre mémoire, on fait des analyses concernant les émissions de GES par type de moyen de transport, qu'on voyage seul, à deux ou à quatre. Puis en fait, on a un constat qui est assez simple. Dès qu'on voyage plus qu'à une personne, l'avion est de loin le moyen de transport le plus polluant. Ensuite, quand on voyage solo, l'avion arrive ex aequo avec la voiture solo, qui est aussi un problème qu'on essaye de combattre présentement dans notre société. On sait qu'il y a d'autres moyens en transport qui sont plus sobres, comme le train ou l'autobus voyageur. Finalement, le deuxième comportement qui va venir augmenter le trafic aérien quand on parle des compagnies aériennes à bas prix, c'est le fait que les gens
en fait, vont utiliser l'avion pour des voyages qu'ils n'auraient peut-être pas fait autrement. On peut penser à une offre alléchante pour une destination au soleil ou, par exemple, dans l'Ouest canadien, qui ferait en sorte qu'on décide de partir pour une courte période de temps, 3-4 jours, alors que normalement, si on n'avait pas eu cette offre-là, on n'aurait pas fait ce voyage-là. Donc ça, c'est des augmentations directes au niveau des GES. Puis quand on parle de l'augmentation, en fait, des GES liés au transport, bien, c'est en contradiction complète avec les cibles climatiques dont on s'est doté d'un niveau national et international. Aussi, on veut souligner que des projets comme le REM de l'Ouest, en fait, vont améliorer l'accessibilité à l'aéroport international le plus proche, à Montréal. Donc, on se demande c'est quoi la valeur ajoutée d'avoir un aéroport international en Montérégie, considérant que le REM va nous permettre d'aller à Montréal sans congestion dans une durée de temps qui va être restreinte. Dans notre mémoire, on s'est aussi exprimé sur la création d'emplois. En fait, on n'est pas certain que les emplois qui vont être offerts vont être si compétitifs que ça, notamment en ce qui a trait pour les compagnies aériennes à bas prix, parce qu'on sait que leur fonctionnement, c'est de diminuer leurs dépenses le plus possible, donc évidemment leurs dépenses en masse salariale aussi. On aimerait avoir plus d'informations sur les emplois qui sont promis, mais pour l'instant, on n'a pas les données dans le projet comme il est présenté. Et c'est pour ça qu'à ce point-ci, on pense que seulement un moratoire menant à des études pourrait nous permettre d'avoir les réponses qu'on veut à ce sujet-là. Un autre point qu'on voudrait vous mentionner, c'est que quand on pense à vol rabais, pour nous, on pense aussi à de l'argent qui s'envole, littéralement. Donc, on pense que les dépenses pour ces voyages-là, bien, ils vont profiter à l'économie des destinations en question. Donc, les personnes qui vont venir prendre un vol à rabais pour des destinations soleil, en fait, ça va les retombées économiques vont être beaucoup plus pour la destination que pour la Montérégie. De plus, les compagnies low-cost qui sont pressenties pour s'installer à Saint-Hubert, bien, leur siège administratif, il est ailleurs au Canada, il n'est pas au Québec. Et c'est pour cela que c'est difficile pour nous de voir quelles seront les retombées économiques locales de ce projet. En conclusion, on voudrait terminer en vous disant que sur le site de YHU, dans le fond de l'aéroport de Saint-Hubert, dans l'onglet Environnement, on ne mentionne pas du tout les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'aviation. C'est assez sidérant pour nous comment on peut parler d'environnement dans le secteur de l'aviation sans mentionner les gaz à effet de serre. On veut qu'il y ait des données clairement accessibles sur l'impact du projet sur le climat, et c'est pourquoi, en plus de toutes les raisons précédemment mentionnées, vous me voyez venir qu'on demande un moratoire. Et la dernière réflexion sur laquelle je vais vous laisser, c'est est-ce que c'est possible de développer des infrastructures aéroportuaires supplémentaires en 2022 sans tenir compte des impacts du plus grand défi de notre siècle? Selon nous, on pense que ça serait irresponsable. Donc, ça conclut notre présentation. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Nos commissaires ont-ils, elles, des questions? Peut-être plus un commentaire qu'une question. Très bonne présentation, très intéressant. Vous avez fait de bonnes recherches pour avoir beaucoup travaillé dans le domaine de l'environnement et de l'aérospatial. Effectivement, des programmes comme Corsia sont mis en place, mais ce ne sont pas les seuls programmes. Il y a une intention de l'industrie d'aller vers la carboneutralité d'ici 2050 avec d'autres types de mesures. Enfin bref, vous les avez un peu nommés, c'est intéressant de voir ça. Est-ce que si dans le cadre du projet de Dachel, il y avait une véritable prise en compte de ces éléments-là d'ambition environnementale, ce que vous dites que vous n'avez pas encore vu sur le site? Est-ce que si ces dimensions-là étaient plus affichées, plus circulées, plus partagées, c'est quelque chose auquel vous aimeriez participer? Oui, on est dans un collectif, donc je ne peux pas nécessairement m'exprimer au nom de tout le monde dans le collectif. Il faudrait qu'on réfléchisse ensemble, mais c'est comme on fait aujourd'hui, l'exercice en vaut certainement la peine, moi je trouve personnellement. Il faut juste beaucoup de transparence, parce qu'en fait, on n'a pas vu ces données-là encore. C'est pour ça qu'on est là. Bien, à mon tour de vous remercier là, d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Puis effectivement, vous avez un mémoire qui est très étoffé. Donc, bravo pour le travail que vous avez réalisé jusqu'ici. Je pense que c'est assez clair, là, votre prise de position. Alors, je pense qu'on n'ira pas mieux, on n'aura pas à creuser là, beaucoup là-dessus. Toutefois, le rapport qu'on va produire va se retrouver, si je me souviens, à quel comité déjà? Bonne question. On pense, j'ai comme projet de l'amener au comité
comité parlementaire sur le transport. Il y a un comité permanent du transport à Ottawa. Puis on espère le déposer là pour qu'on puisse parler à Ottawa du développement futur de l'aéroport de Saint-Hubert. Alors, ma question, c'est quel serait votre message au gouvernement fédéral? Bien, la croissance ou le développement de l'aéroport, pour nous, n'est pas garante de prospérité tant qu'on ne s'assure pas d'avoir nui le moins possible au préalable. Puis, très personnellement, je vous invite à considérer les paroles du secrétaire général des Nations unies là, qui nous dit finalement qu'investir dans les énergies fossiles en 2022, c'est une folie économique et morale. C'est ses mots, c'est pas les miens. Puis en tant que jeune, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Donc c'est pour ça que je fais ça, puis j'amènerai ça au gouvernement. Parfait. Votre message à la ville de Longueuil? Bien, qu'elle continue de travailler pour atteindre ses engagements. Elle en a pris des engagements vers la carboneutralité. Donc, qu'elle continue à travailler dans ce sens. OK, parfait. Dernièrement, votre message aux gestionnaires de l'aéroport? Je vous en demande des choses. Hein? Oui, vas-y. Si je peux m'exprimer, je veux juste mentionner Oui, que... tu peux prendre le micro. Oui, vous pouvez je parle assez approchez-vous. fort, Ouais. pas besoin de micro. Ouais, c'est pour en Mais en arrière. fait, on nous a mentionné que le profit et le succès du projet reposerait surtout sur les vols internationaux à bas prix. Mais présentement, c'est... oui? Non, continuez, allez-y. OK. Excusez. Donc, présentement, c'est incompatible avec les énergies vertes dont vous parliez en ce moment. Éventuellement, peut-être qu'on pourrait s'intéresser au projet lorsqu'ils seront en fonction. Mais à court terme, les conséquences des vols à rabais avec des avions qui sont très peu modernes vont être vraiment présentes pendant les années qu'on va attendre les nouvelles technologies. Donc, en ce moment, c'est vraiment incompatible avec toutes les missions, peu importe le palier d'organisation, et pour Dachel, de sa volonté d'agrandir, étant donné que son profit repose sur ce genre de structure. Donc, même le succès est un peu mitigé. Si j'ai bien compris, là, votre moratoire, c'est surtout pour le développement de nouvelles offres de vol. Il y a quand même des aspects, de la vision de développement de l'aéroport qui touchent davantage l'innovation, la recherche. Est-ce que votre proposition de moratoire touche aussi ça, ou c'est davantage pour l'augmentation des offres de vol? On l'a orienté par rapport à l'augmentation des offres de vol. Puis est-ce que l'augmentation de la recherche et d'innovation sur l'aéronautique, l'aérospatiale, c'est quelque chose qui vous semble aller en lien avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre? Ou, Bien, je vous dirais que ce qu'on pourrait faire en investissant dans la recherche ou en investissant, ce serait de mettre davantage d'énergie dans l'adaptation au changement climatique, parce que le coût de l'inaction va aussi être important. Puis, quand on parle d'adaptation au changement climatique, dans le cas de Longueuil, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais vous connaissez les problématiques des îlots de chaleur, vous connaissez d'autres problématiques qui sont en lien avec les changements climatiques, aussi le cadre bâti qui doit être plus fort, par exemple, pour faire face aux tempêtes comme celles qu'on a eues en fin de semaine. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Puis, par rapport à l'innovation technologique, je veux juste insister sur le fait que c'est pas une fin, c'est un moyen. C'est un moyen de réduction. Si on le considère comme une fin, on tombe dans un piège.